Bonjour à toutes et tous. Salut. Salut Maxime, salut Mathias. Je pense qu'on nous entend toutes et tous bien. Mathias, on ne t'entend pas. Ah non, pas Mathias. Bon, alors en tout cas, bonjour et bienvenue dans cette seconde édition du live du lundi. Voilà, malgré le temps qui n'est pas très coopératif, mais voilà, c'est bien de rester à l'intérieur et d'écouter notre petit live. Du coup, on peut. Je ne sais pas si Mathias nous entend. Je pense qu'il nous entend, mais je. Ouais, nous on l'entend pas, nous. Bon, alors, c'est les petites. Petit problème du direct. Du direct, voilà, c'est ça. Ah, on peut peut-être commencer par annoncer le programme d'aujourd'hui. Alors, quel est-il? Alors, on commence par un petit bilan. Ah. Ouais, Mathias, super. Ça va, Mathias? Ça va. On croit toujours qu'une fois qu'on a fait une fois, c'est bon, on est paré et on a l'expérience, mais en fait, c'est pire encore. Non, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas et voilà. Mais on est là, c'est important. Exactement. Donc oui, on était sur présenter un peu l'ordre du jour. Est-ce que tu veux bien nous présenter les différents thèmes que nous allons évoquer aujourd'hui? Tu parles à Maxime ou à moi? À toi. Mathias, est-ce que tu veux bien Ah, c'est moi, d'accord. Eh bien, alors, on va commencer par les marches sur le climat qui ont eu lieu il y a pas si longtemps que ça. Un petit bilan de ce qui s'est passé, puis un peu de les revendications, voilà, en particulier dans notre circonscription, puisque la NUPES était présente également à l'étranger. Puis nous avons une invitée, donc notre première invitée de notre programme, Avril Houk, qui nous vient de Prague, qui habite à Prague, et qui va nous parler des élections municipales qui ont eu lieu à Prague également, et il n'y a pas très longtemps du tout. Et puis enfin notre chronique culture. Attention, notre chronique culture qui cette fois-ci sera au milieu du programme. Et à la fin, 2 points un peu plus... Ouais, je ne sais pas comment dire. Une, c'est sur la composition des prix de l'énergie, comment sont formés les prix. Ça, c'est Maxime qui va nous expliquer ça. Et puis ensuite, on parlera de la taxe sur les super profits. On va faire aussi un petit horizon de notre circonscription, de l'Europe, et puis voir en France comment ils voient ça de leur côté. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette première petite partie? Eh bien, allons-y. Attention, on va lancer cette fois-ci un générique vidéo, c'est un peu nouveau. On va commencer avec la musique. Ah, pardon. Il faut que je partage mon écran aussi, c'est... Ouais, là, on n'était pas au point avec les vidéos, en fait. On a voulu innover avec les vidéos, puis on a eu des petits soucis, là. Bon. C'est ça, l'innovation. C'est le petit risque. S'arrange. Alors, attendez. Attends, plus quand même. On va y arriver. Ah. Voilà. On voulait quand même vous prouver que la NUPES était là, même à l'étranger. Et oui, on est là. Alors, Asma,
C'est marche pour le climat. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ouais, on a vu déjà là sur les quelques photos qu'il y a une mobilisation quand même assez conséquente de la NUPES, voilà, aux 4 coins de la circo, donc ça fait vraiment plaisir à voir, parce que c'est pas seulement la mobilisation pour le climat, c'est aussi la mobilisation à côté des acteurs locaux. Et ça montre bien aussi que la NUPES a un ancrage local et coopère avec les différentes initiatives sur le terrain. Alors peut-être pour se remettre un peu dans le contexte, en Allemagne, il y a eu environ 300 villes qui ont organisé des manifestations, dont la plus grande était à Berlin avec 30 000 personnes. En Autriche, on a eu 20 000 personnes qui sont descendues dans la rue aussi pour revendiquer davantage de justice climatique. Et en Allemagne, ce qui ressort en fait dans les revendications, on va peut-être commencer par ça pour un retour en fait sur la mobilisation, c'est la sortie des énergies fossiles en termes global, mais aussi de manière plus concrète et plus chiffrée, les 100 milliards pour la protection sociale de l'environnement, c'est-à-dire lié à chaque fois fin du monde et fin du mois. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus audible sur la scène politique allemande, notamment via des systèmes comme des mécanismes comme le non-euro-ticket, donc on a discuté la dernière fois, pour qu'il soit établi, je dirais, indéfiniment. Ce serait une des mesures en fait qui permettrait d'allier justice sociale et justice climatique. En Autriche, c'était davantage une mesure que nous avions dans l'avenir en commun, qui était la garantie énergétique de base, c'est-à-dire les premiers mètres cubes d'eau gratuits et les premiers échelons d'énergie et de gaz gratuits. Donc en fait, on voit bien que les thématiques, que ce soit énergétiques, que ce soit en France ou au-delà de la frontière, sont des thèmes qui sont de plus en plus importants et on fait le lien en fait de plus en plus souvent entre les thématiques sociales, les revendications sociales et l'obligation climatique qui nous force à agir en fait pour préserver nos ressources. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir quelle est la différence en fait entre les pays en termes d'urgence climatique, et ensuite quelle est la différence à l'intérieur même des pays, notamment là on va parler de notre circonscription, donc des pays européens qui sont relativement polluants, qui polluent de par leur mode de vie. Alors première petite devinette, Mathias, je peux t'inviter à la mettre dans le chat. Où se sont déroulés, parce que il y a la COP27 qui va se dérouler en Égypte dans quelques semaines, mais en amont, il y a différentes préparations à la discussion et aux négociations de ces COP prévues. Et donc, la petite devinette que j'avais, la première de ce soir, c'est où se sont déroulées les préparations de la prochaine COP27, sachant que ces préparations-là se sont déroulées lors d'un sommet qui a eu lieu dans notre circonscription. Donc, notre premier indice serait que c'est la ville de naissance de Beethoven. Voilà. Et le deuxième indice qu'on peut donner directement, c'est que c'est l'ancienne capitale donc, de la RFA. Alors, est-ce que je vois qu'Armoise nous a envoyé un petit message. Armoise, si je me trompe, elle est musicienne, non? Donc, oui, voilà. Donc, devrait peut-être tomber dessus. Alors, moi, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est bonne. Voilà. Donc, la ville, donc l'ancienne capitale de la RFA. Donc, par rapport à ces préparations-là, en fait, c'est des préparations qui finalement n'ont pas abouti aux espoirs qu'on avait placés en fait dans ces préparatifs-là. Et l'objectif de la COP27, déjà au niveau des associations, c'est de contenir le réchauffement climatique sous 1,5 degré. Sachant que là, si on continue la dynamique actuelle, on tend plutôt vers les 2,8 degrés, ce qui sera absolument catastrophique, en fait, que ce soit pour la faune et la flore, mais aussi pour l'activité humaine et le bien-être humain, l'expérience de vie. C'est lié à plein de choses qui changent énormément. Donc, en fait, c'est l'engagement qui revient à chaque fois, que ce soit au niveau des associations pour le climat, mais également je dirais des partis politiques qui sont engagés pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de maintenir le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés. C'est vraiment l'objectif principal. Sachant qu'on est dans un contexte où on sort d'une COP26 où il y a eu une promesse de soutien financier des pays riches vers les pays pauvres à hauteur de 100 milliards de dollars par an, qui n'est toujours pas tenue. Il y a eu une pré-COP organisée à Kinshasa pour justement peut-être sensibiliser les pays les plus dépenseurs de CO2
à réorganiser en fait leur manière de consommer et leur manière de financer des économies assez polluantes. Mais bon, ça n'a pas suffi. La COP, d'ailleurs, symboliquement, se passe sur le continent africain. Donc, on essaye quand même de mettre un accent sur l'accompagnement des pays du Sud, mais finalement, les mesures ne suivent pas. Il y a d'ailleurs différents mécanismes qui ont été évoqués spécifiques, notamment de prise en compte des pertes et dommages proposés par les pays les plus pauvres, qui sont une nouvelle fois les moins responsables et pourtant les plus exposés au réchauffement climatique. On l'a vu les dernières semaines avec les inondations qui ont touché le Pakistan. Donc en fait, à la COP26 à Glasgow l'année dernière, on a eu un dialogue qui a essayé de s'instaurer en fait entre pays pauvres et pays riches pour permettre aux pays pauvres qui vont être les plus touchés par le réchauffement climatique d'avoir une sécurité ne serait-ce que financière pour faire face à ces crises-là. Mais voilà, ce qui en est sorti, c'est des discussions jusqu'à 2024 pour discuter une nouvelle fois des modalités de ce financement, mais rien de très concret et absolument rien à la hauteur des 3 ans qui nous restent pour inverser la tendance des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment les différences entre pays. Donc on voit qu'il y a quand même des grosses disparités entre la manière de traiter l'urgence climatique entre pays pauvres et pays riches. Je vais passer maintenant à la troisième partie donc, de cette petite excursion en marche pour le climat vers la différence à l'intérieur même des pays. Et là, j'ai une nouvelle devinette pour vous. Combien de milliardaires polluent autant que 50% de la population française ? C'est assez fou. Alors, première réponse, ce serait 63 milliardaires. Deuxième réponse serait 71 milliardaires. Et la troisième réponse serait 86 milliardaires. Je dis rien, je sais, moi. Différentes réponses. On a 86, on a un peu de tout. Alors, c'est 63 milliardaires. Donc, c'est vraiment... on n'arrive même pas à se l'imaginer en fait. Et ces chiffres-là viennent d'une étude menée par Oxfam et Greenpeace, donc c'est des choses quand même relativement indépendantes, sur les émissions liées au patrimoine financier. C'est-à-dire que quand on dit les riches polluent, en fait, c'est que les riches font des placements, décident d'être actionnaires dans des entreprises qui polluent, notamment BNP Paribas, pour ne pas citer cette banque. Et donc, c'est notre engagement à la NUPES, c'est aussi de dire que c'est à eux de contribuer massivement à la transition énergétique parce que c'est eux qui font le choix de financer des énergies polluantes et de faire des placements financiers. Déjà, ils ont beaucoup d'argent, donc ils placent énormément, mais surtout, ils font des placements dans des énergies fossiles. Et ça, c'est un économiste, donc Lucas Chancel, qui a fait ce lien entre inégalité croissante des richesses et inégalité des émissions de CO2. On avait comme exemple le jet privé de Bernard Arnault qui émet en un mois autant de CO2 qu'un Français moyen en 17 ans de vie. C'est quand même assez incroyable. Et là, je vois que dans le chat où ils mangeons les riches, ça économiserait du CO2. Mais voilà, donc c'est quand même assez fou ces chiffres. Et peut-être un dernier chiffre par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, les 15 millions de tonnes de CO2 que l'État français doit éliminer d'ici fin 2022 par rapport au jugement qui a été rendu dans l'affaire du siècle, se trouvent en premier lieu dans les poches des milliardaires finalement. Quand on prend en compte cette notion d'inégalité de répartition du poids de la responsabilité climatique. C'est d'ailleurs pour cela que différents partis, mais également des ONG, donc au niveau par exemple politique, on a la France Insoumise qui avait dans son programme la notion d'impôt sur la fortune climatique, qui vise spécifiquement les placements dans des énergies qui ne sont pas vertes. Et c'est une mesure qui a été soutenue notamment par Oxfam et Greenpeace. Et ces deux associations proposent notamment une taxe supplémentaire sur les dividendes pour les entreprises qui ne respecteraient pas l'accord de Paris. Je trouve ça d'ailleurs assez fou qu'on puisse continuer en tant qu'entreprise à polluer et ne pas du tout être soucié par les régulations et les accords internationaux comme l'accord de Paris. Et si on mettait ça en place, on pourrait récupérer 17 milliards d'euros de finances publiques par rapport aux entreprises qui ne respectent pas les régulations climatiques. Donc tout ça en fait amène aussi les partis politiques à agir. Je parlais notamment de l'impôt climatique. On a notamment aussi une rédaction
la rédaction d'une proposition de loi pour interdire les jets privés qui avait été entérinée par ELV, qui a été ensuite soutenue notamment par la LFI au sein de la NUPES à l'Assemblée nationale. Et ça viserait à interdire la circulation des jets privés. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tout ce qui est sécurité nationale, jets privés militaires ou également évacuation sanitaire. Et donc d'un côté, on aurait cette interdiction, et d'un autre côté, on aurait une reconversion des salariés du secteur dans des secteurs qui pollueraient moins, et ça permettrait aussi de ne laisser personne sur le carreau et de pouvoir avoir une bifurcation écologique qui crée également de l'emploi. Voilà. J'ai fini avec ma petite partie et je suis ravie de passer la parole à Maxime pour interviewer notre invité de ce soir, Avril Hook, sur les élections en République tchèque. Voilà, Maxime. Voilà. On va faire un petit générique quand même d'intro. Attention. Bien sûr. Alors, je vais essayer que ça soit un peu mieux qu'avant. Allez, regarde, c'est parti. On va. Donc faut. Ah. Et donc, salut Avril. Salut. Ça va? Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, on t'entend, on te voit. Est-ce que toi, tu nous entends? Oui. Super. Donc, bienvenue. Ça va? Bah oui, ça va. Alors, on te reçoit ce soir. À la base, c'était principalement pour parler donc, des élections municipales qui sont tenues à Prague. Donc, c'était les 23 et 24 septembre. Mais on s'est dit que ce serait aussi un petit peu l'occasion que tu nous parles un peu plus spécialement de la République tchèque et de Prague, et notamment de l'organisation de la NUPES à Prague. Donc déjà, on peut peut-être commencer par là. Peut-être tu peux nous dire quelques mots sur toi et quelques mots sur la façon dont la NUPES s'est organisée à Prague. Ouais, carrément. Du coup, moi, je m'appelle Avril. Ça fait 3 ans que je suis en République tchèque. Je travaille à l'Académie des sciences tchèques à l'Institut de sociologie en tant qu'assistante de recherche sur des projets européens, sur les questions d'égalité femmes-hommes et de violences sexistes et sexuelles dans le milieu académique. Et notre petit groupe, on est une petite dizaine à être actifs à Prague. Et on a des personnes qui sont ici depuis moins d'1 an, et autant que des personnes qui sont installées en République tchèque depuis plus de 20 ans. Du coup, on a des personnes de différents backgrounds. C'est aussi multigénérationnel. Il y a certaines personnes qui sont encartées à la France Insoumise, il me semble aussi au PS, mais on est pas mal aussi à ne pas être encartés du tout. Et on se retrouve plus globalement dans le mouvement de la NUPES. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rassemblés. Il y avait déjà eu un mouvement en 2017 pour les élections présidentielles passées. Et là, ça s'est vraiment accéléré avec les nouvelles élections, avec les parlementaires, avec ASMA, etc. Et voilà, on est sur les réseaux sociaux. Du coup, s'il y a des personnes à Prague qui nous suivent ce soir, ou si vous connaissez des gens à Prague, n'hésitez pas à venir nous voir. On va essayer d'organiser au moins un événement avant la fin de l'année, une sorte de ciné-débat, mais voilà, ça reste à se définir. Super. Très bien. Donc, voilà, s'il y a des gens sur Prague, maintenant vous savez qu'il y a un groupe NUPES qui est là, et n'hésitez pas donc à contacter Avril si vous avez envie de le rejoindre. Maintenant, Avril, est-ce que tu peux peut-être un peu, avant de rentrer précisément donc dans les élections municipales à Prague, est-ce que tu peux peut-être un peu nous faire un point sur le contexte politique en République tchèque? Moi, personnellement, j'avoue, je regarde peu ce qui se passe en République tchèque, et c'est vrai que ça peut être intéressant de découvrir un petit peu ce qui s'y passe politiquement. Ouais.
Alors, du coup, petit disclaimer quand même, je parle vraiment en tant que militante de terrain. J'ai aucune prétention à connaître tous les tenants et aboutissants de la politique en République tchèque, ou même en France. Voilà, je ne suis pas politologue, je vous parle avec mon point de vue de militante. Du coup, prenez ce que je dis avec des pincettes. Mais bon, voilà. Du coup, en tant que remarque globale, je reste au niveau du municipal. Hein. Je ne vais pas parler de la politique en général en République tchèque. Du coup, en 2018, c'était les précédentes élections municipales et aucun parti n'avait reçu de majorité. Du coup, ça s'était réparti entre plusieurs partis / coalitions. Et il faut savoir que pour les municipales en République tchèque, on vote à la fois pour le conseil municipal de Prague et pour les conseils municipaux de chaque arrondissement. Et il y a une quinzaine d'arrondissements. Hein, comme à Paris. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour le conseil municipal de Paris, Pardon. il y avait 14 sièges qui avaient été gagnés par la coalition Spolu. C'était une coalition de partis conservatistes avec une orientation libérale, dont les chrétiens démocrates. Il y avait 13 sièges pour le parti des pirates, plutôt de gauche, mais quand même avec un penchant libéral. 13 sièges aussi pour Praha Sobě, qui sont dans une orientation libérale, aussi un peu progressiste. Ensuite, 12 sièges pour le parti de Babiš, Ano, l'ancien Premier ministre tchèque qui est impliqué dans des affaires de corruption, tout ça. Ça vous dit peut-être quelque chose. Du coup, ce parti est plutôt de droite, populiste. Et enfin, il y avait 4 sièges pour le parti libéral des maires indépendants. Et du coup, ça, c'était en 2018. Et il faut savoir que pour gagner des sièges, il faut avoir au moins 5% du vote sur tout Prague. Et il y a 3 partis qui n'avaient pas reçu ces 5%. C'était les sociodémocrates, qui avaient eu 3%, un peu moins de 3%. Et à l'époque, c'était peut-être un équivalent du Parti socialiste avant la NUPES. Et les Verts s'étaient présentés aussi et avaient reçu un peu moins de 2%. Et enfin, le parti d'extrême droite SPD avait reçu 3,5%. Du coup, ça, c'est le contexte dans lequel nous, on est arrivés petit à petit en 2022. Okay. En 2022, du coup, il y a eu une nouvelle coalition de partis de gauche. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et du coup, c'était entre les sociodémocrates et les Verts. Donc, en fait, juste, je me pas te couper. Donc, si cette coalition elle s'est formée, donc c'est justement parce qu'il y avait cette barre des 5% qui a fait que notamment, donc comme tu dis, les Verts et les sociodémocrates ont pas réussi à se qualifier. Alors, je pense que c'est une des raisons où ils se sont dit si on s'allie, peut-être que ça nous donnera plus de chance. Et de ce que j'ai pu lire et de discuter avec les personnes de cette coalition qui s'appelle du coup Solidarité, il y avait une envie en fait aussi de joindre les forces. Et il y avait aussi 2 autres tout petits partis de gauche qui se sont ajoutés. Du coup, en tout, c'est 4 partis. Et c'est là que nous, la NUPES à Prague, on entre en scène, si je puis dire. On s'est mis en contact avec eux. Ils nous ont expliqué le fonctionnement des municipales en République tchèque. Et là, on s'est rendu compte en fait que les Français et Françaises qui vivent à Prague peuvent voter. Et moi, je n'étais pas du tout au courant. Ça fait 3 ans que je vis ici. Les gens, certains des collègues qui sont là depuis 20 ans, ils ne savaient pas non plus. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse une campagne de sensibilisation. Et on a fait ça en 2 temps. On a fait une campagne de sensibilisation générale non partisane sur les réseaux sociaux. Et en 2e temps, on a promu les contenus et les mesures de Solidarité.
Du coup, ça s'est fait à travers des posts sur les réseaux sociaux où on décrit le fonctionnement, où on décrit par exemple les particularités du vote en République tchèque qui est peut-être un peu différent de la France et ça peut être un peu bizarre. Par exemple, on n'a pas juste une voix, on a autant de voix que de conseillers et conseillères municipaux et municipales. Du coup, c'est 65 voix. D'accord. Et on peut utiliser ces voix de manière différente. Premièrement, on peut choisir le parti ou la coalition et on coche, on fait une grande croix sur le parti et on donne donc toutes nos voix à ce parti. Ensuite, deuxième possibilité, on donne nos 65 voix à 65 individus différents qui peuvent être de différents partis. Et enfin, troisième possibilité, on coche le parti, mais on donne quelques voix à des individus d'autres partis et ces voix-là, du coup, elles seront perdues au parti coché. Et pour moi, ça, c'était nouveau. Du coup, c'était aussi intéressant de voir que ça existe comme ça, c'est d'autres manières de voter. Et surtout, on a fait pas mal de communication sur le fait que les étrangers peuvent voter. C'est pas tous les étrangers, c'est tout citoyen ou citoyenne européenne de plus de 18 ans qui a une résidence temporaire ou permanente en République tchèque. Et ça, il y a peu de personnes qui le savent, même parmi les employés de mairie. Des fois, c'était un peu compliqué. On a eu quelques témoignages de personnes qui sont allées s'inscrire sur les listes électorales et qui sont vues refuser. Et il fallait du coup prouver que non, on peut. Et finalement, ça s'est toujours bien terminé. Et on a aussi fait des petites vidéos de témoignages pour montrer que quand même, c'était assez facile de s'inscrire sur les listes électorales. En général, ça prend 5 minutes max. Et du coup, c'était pour essayer de combattre un peu la peur du côté administratif. Ouais, ouais. Non, c'est bien de faire ça et c'est vrai que c'est important de rappeler hein, que c'est pas que République tchèque, mais que normalement, en tant que Français, dans n'importe quel pays, enfin quand on réside dans n'importe quel pays de l'Union européenne, on peut voter aux élections municipales et européennes. Si je me trompe pas, c'est les deux élections auxquelles on peut voter à l'étranger. Moi, je sais qu'en Allemagne, par exemple, on nous a directement envoyé les cartes d'électeurs, enfin les outils pour voter à la maison. Donc ça simplifie les choses aussi. Mais malheureusement, c'est vrai qu'apparemment, c'est pas pareil dans tous les pays. Oui, c'est clair. On a aussi essayé d'interpeller l'ambassade de Prague, l'ambassade de France à Prague, et on n'a reçu aucune information officielle de leur part. Du coup, ça dépend vraiment des pays, et je pense qu'on va essayer de pousser un peu pour qu'il y ait une information systématique en fait sur ces questions-là, parce que c'est un droit, du coup, qu'on puisse s'impliquer. Et du coup, pour en revenir à la campagne, le deuxième temps, du coup, c'était de promouvoir Solidarita. On a relayé et traduit des posts et on a aussi rencontré la tête de liste, Anna Shabatova, qui est une sorte de défenseuse des droits. C'est un peu l'équivalent ombudsperson. Et on a fait une vidéo avec elle où elle a parlé en français et elle nous a expliqué très brièvement les grandes mesures de Solidarita. Et du coup, ça s'est orienté vers essayer d'avoir plus de logements abordables et décents pour les étudiants, étudiantes, pour les jeunes, pour les familles, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la ville, d'essayer de préparer la ville aux effets du changement climatique. C'était vraiment centré sur des questions écologiques et sociales, de soutenir les transports en commun et de prolonger l'usage du métro jusqu'à 1h du matin, aider à réduire le coût de l'énergie, avoir des soins psychologiques disponibles partout, et notamment dans les écoles, parce que normalement, il y a une loi en République tchèque qui fait qu'il devrait y avoir une aide psychologique dans chaque école, mais c'est toujours pas mis en place. Du coup, c'est mettre un accent là-dessus. Et aussi de donner accès à des produits menstruels gratuits dans les espaces publics et les écoles. Et enfin, d'avoir une infrastructure plus adaptée aux cyclistes et aux piétons. Et du coup, comment on finance tout ça? C'est toujours la question.
Leur idée, en fait, leur grande idée, c'était d'utiliser les dividendes des grandes entreprises d'énergie. Et il me semble que c'est une sorte de taxe sur les super profits. En temps de crise, ces super profits seraient utilisés pour financer ces actions-là. Du coup, c'est avec une perspective de redistribution des richesses. Je crois qu'on verra, qu'on aura toute une partie sur les super profits à la fin. Et donc, on a déjà un exemple de comment on peut concrètement les utiliser. Petit clin d'œil. Donc. Et voilà. Et maintenant, peut-être les résultats. Et alors, avant de passer aux résultats, peut-être rapidement, vous, donc concrètement, vos actions, comment est-ce que vous avez fait en tant que Français pour vous intégrer là-dedans, pour les soutenir? Alors, certains d'entre nous, on connaissait aussi personnellement certaines des personnes de cette coalition. Du coup, ça a permis de faire des liens assez facilement. Et ça a été juste des rencontres, s'accorder sur comment on peut les aider, qu'est-ce qui serait le plus efficace, etc. Et du coup, faire une campagne en ligne, c'était très efficace. Enfin, très efficace, je sais pas en fait. Mais le truc quand même, c'était que la plupart de la campagne, il y a eu l'été. Et Solidaritas s'est formé 4 mois avant les élections. Du coup, c'était 1 mois, puis les 2 mois d'été, et enfin les 3 semaines de septembre, où là, ils ont été hyper intenses. Mais du coup, ça n'a pas donné beaucoup de temps pour nous pour faire des actions en personne, par exemple. On aurait aimé aller sur les marchés, faire peut-être un rassemblement, mais on n'a pas eu le temps. Du coup, on s'est concentré sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est ce qu'on a pu faire. D'accord, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Ça prend du temps, n'empêche, les réseaux sociaux, du coup. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pour ça que j'y vais pas. Trop de temps. Bon, et alors donc, les résultats? Les résultats, très décevants. Ah, zut. Ouais. J'ai pas regardé les résultats pour avoir la surprise, pour me laisser la surprise jusqu'au bout. Bon. Ouais. Malheureusement, Solidarita a reçu seulement 2%. Un tout petit peu plus de 2%. Les plus pessimistes s'y attendaient, parmi les gens que je connais de Solidarita. Les plus optimistes s'attendaient peut-être à 5-7%. Du coup, on part de loin quand même. C'est une première coalition de gauche. La gauche avec des pensées un peu anticapitalistes en République tchèque, c'est un peu compliqué, pour le dire simplement. Et du coup, il y a quand même eu 6 partis et coalitions qui ont reçu le minimum des 5%. Et du coup, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir vraiment le nombre de sièges par parti. Peut-être un rapport de force qui se dessine? Ouais, on va dire qu'il y a quand même un renforcement des partis de droite conservateurs, et on a l'entrée au conseil municipal du parti d'extrême droite qui a reçu assez de votes pour avoir 3 sièges quand même sur 65. Les pirates sont restés au même niveau, mais c'est surtout le parti qui est au pouvoir actuellement qui a gagné plus de sièges, ainsi que le parti de Babiš. Du coup, voilà, c'est pas forcément réjouissant. Ouais, c'est sûr, mais est-ce que vous avez un début d'explication? Pourquoi est-ce que la gauche est aussi faible à Prague et peut-être en République tchèque? Ouais. Je dirais que Solidarita, là, c'était un peu la première fois où on avait vraiment une perspective de redistribution des richesses. Par exemple, le parti des sociodémocrates, il faut savoir quand même que c'est le parti du président actuel qui est loin d'être un progressiste, plutôt une personne réac, je dirais même. Et petit à petit, il y a les jeunes du parti qui essayent de redessiner, de remettre le socialisme
au sein de ce parti. Ça me fait penser un peu à la NUPES finalement et au Parti socialiste actuellement, où ils essayent de redorer le blason un petit peu. Et les Verts aussi sont un peu plus alarmistes, un peu plus... il va falloir faire des efforts. Et je pense que ça a peut-être participé au petit score, parce que je ne suis pas sûre que les Tchèques soient vraiment dans cette optique, surtout du côté des partages de richesses. Mais voilà, c'est juste mon avis comme ça, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Et actuellement, ils sont en train de faire une rétrospection sur la campagne pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faudrait faire différemment. Du coup, peut-être d'ici quelques mois, on aura une meilleure idée de comment aller de l'avant. Très bien. Bon. Bah écoute, Avril, merci beaucoup pour cette présentation à la fois de la NUPES à Prague, des élections. Donc on est un peu déçu par le résultat, forcément, mais on espère que ce n'est que le début, que les jeunes dont tu parles vont réussir à rénover la social-démocratie et donc que Solidarita fera des meilleurs scores dans l'avenir. Ouais. Voilà. J'espère la même chose. Et surtout on espère te revoir ou revoir des gens de Prague, puisque je pense que vous avez d'autres choses à nous raconter aussi dans l'avenir. Probablement. Merci beaucoup. On dit rien pour l'instant. Merci beaucoup, Avril. Salut. Ça fait du bien d'entendre autre chose que l'Allemagne, non? Merci, Avril. Au revoir. Salut. Salut, merci. Bon, alors c'est parti pour un petit jingle avant la chronique culture. Attention. Et voilà. Voilà. Bon, je viens de voir que mon truc, en fait, l'écriture était inversée. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que t'as un signe miroir, toi. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle pour la chronique culture. J'ai commencé par une petite devinette auditive, en espérant que la technique fonctionne un peu mieux. Je vais partager un audio. Et la devinette, ça va être de découvrir, en fait, en quelle langue est cette chanson, donc, qui est une langue qui, dans notre circonscription, a à voir, on va dire, avec notre circonscription. C'est un peu compliqué à tout gérer. Hein. Voilà, alors, petite devinette, écoutez bien, c'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un ose proposer quelque chose dans le chat? On dirait pas. Nous on sait, hein, donc on dit rien, mais... On dit rien. Bon, c'est parti. Alors, je donne tout de suite la réponse. Alors, en fait, il s'agissait du yiddish, donc la langue des Juifs d'Europe de l'Est. Donc, c'est toutes nos circonscriptions, en fait. Enfin, pas toutes, mais une grosse partie de nos circonscriptions. Et la chronique d'aujourd'hui, elle est destinée à un musicien, poète du début du siècle, à Mordechai Gebirtig, qui était, dont vous avez sûrement jamais entendu parler, mais pourtant qui a laissé ses traces en fait dans l'histoire de tout ce mouvement. Alors, et qu'on a surnommé le dernier barde yiddish, en fait. Alors, qui était Mordechai Gebirtig? Donc, il est né en fait en 1877 à Cracovie, et il était menuisier de profession. Donc, il a appris lui-même la musique, lui-même écrit, et de ce point de vue-là, il était autodidacte. Et ses premières publications sont apparues en 1906 dans le journal du Bund. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Bund, c'est l'Union générale des travailleurs juifs. C'était un parti dans l'ancien empire russe. C'est un parti juif, socialiste, laïque,
et qui prônait en fait à la constitution d'une nationalité laïque de langue yiddish à l'intérieur de cet empire, donc, et qui prônait aussi la laïcité. Donc d'un côté, il s'opposait un peu aux centralistes bolcheviques, mais à la fois aussi aux sionistes, puisque son objectif, c'était pas d'émigrer en Palestine. Et Mordechai Gebirtig a toujours été proche et membre de ce parti. Et c'est un parti qui a été créé en 1897. Donc. Et notre compositeur, donc au début du siècle, il faisait partie de l'empire austro-hongrois, puisque Cracovie faisait partie de ce pays, cet empire. Puis après la guerre, c'est devenu polonais. Il a publié en 1920 son premier recueil de poésie d'une vingtaine de poèmes, et son deuxième seulement en 1936, toujours avec des poèmes, chansons. C'était des poèmes que lui-même mettait en musique ou que des amis à lui mettaient en musique. Alors sa littérature, en fait, elle parle beaucoup de la vie quotidienne des petits gens, surtout de son quartier, de Kazimierz, en fait, qui est le quartier juif à Cracovie, qui est aujourd'hui très, très touristique, et qui est aussi très joli. Ouais. Il y a même sa rue, la rue Berka Jozelewicza, au numéro 5, qui est la maison où il a habité. Et il y a une petite plaque commémorative, si jamais vous passez par là. Et les contemporains qui vivaient là, ils disaient que pendant la journée, on entendait le bruit du travail des meubles, et puis le soir, il travaillait sur la musique, et puis il composait. Donc voilà, donc il a été très proche, et son répertoire est très vaste. Il va depuis les chansons pour enfants, les berceuses, jusqu'aux chansons d'amour, et puis les chants ouvriers, les chants contre la guerre également. Donc c'est un répertoire très vaste. Et sa chanson la plus connue est celle de Unsere Städtle brennt, qui a été créée en 1938 en fait, en réaction à un pogrom qui s'est passé en 1936 en Pologne, et qui à la fois décrit donc l'état critique de l'antisémitisme et la violence, mais également l'indifférence de ses compatriotes en fait, donc il appelle au réveil et à la réaction de ses compatriotes non juifs contre toutes ces actions. C'est une chanson en fait qui aujourd'hui est chantée énormément chaque année dans les commémorations de l'Holocauste, qui est reprise en fait, qui est rechantée. Donc c'est vraiment un hymne, et aussi qui a été l'hymne de la résistance dans le ghetto de Cracovie dans la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la guerre, justement, il a dû se déplacer au ghetto, et lors d'une opération de déportation, enfin, où les nazis sont rentrés, il a été abattu en pleine rue, et voilà, il a fini complètement tragiquement, enfin, comme beaucoup finalement. Et voilà, mais malgré cette vie, cette fin surtout tragique, il a laissé vraiment des belles choses. Il a composé de son vivant, il a publié 90 chansons, mais on considère qu'il en reste 170. Donc il y avait cette chanson la plus connue qui était Unsere Städtle brennt, mais également d'autres ont été reprises, et en particulier des Arbeitslosenmarsch, qui est la marche des chômeurs. Voilà, qui est une chanson une chanson qui est en 4 strophes, où chaque strophe commence par 1, 2, 3, 4, nous sommes des chômeurs, c'est nous les chômeurs. Et donc dans la première, il raconte comment depuis des mois, ils n'entendent pas le marteau des usines et qu'ils déambulent dans les rues sans occupation, tout comme les riches d'ailleurs. Dans la deuxième, ils décrivent la pauvreté et comment ils boivent de l'eau comme les riches boivent du vin. Dans la troisième, ils mentionnent toutes les maisons, les châteaux, les villes qu'ils ont édifiées, et comment finalement aujourd'hui, pour ce travail, leur seul salaire, c'est la faim, le besoin et le chômage. Et enfin, la dernière strophe, ils chantent pour un nouveau pays, pour un nouveau monde où l'humain est libre et où personne n'est chômeur. Donc voilà, je voulais vous présenter cet auteur, et surtout cette chanson aussi, dont quelqu'un m'a envoyé un enregistrement spécial pour notre programme. C'est quelqu'un dont j'ai l'honneur de pouvoir dire que c'est un ami, Igor Zoric, qui est germano-serbe et qui aujourd'hui habite en Suisse, et qui, comme notre compositeur, est autodidacte musicalement, a beaucoup de talent musical, mais en fait travaille pour le syndicat suisse,
Et actuellement, il dirige les négociations de branche pour les coiffeurs. Et il est également chargé pour les négociations des gens de sécurité en fait en Suisse. Donc tous les comment on appelle ça, les conventions collectives en fait. Et voilà. Et donc il a eu l'honneur de nous faire une petite vidéo. Et il y a encore quelqu'un d'autre qui a participé à cette vidéo, qui avec un autre instrument que je vous laisse deviner d'ailleurs si vous l'entendez par-dessus, qui est juste en audio. Et cette musicienne, c'est Marie Desgouttes qui habite à Fribourg, donc je me remercie aussi. Et donc voilà, je vous laisse profiter de cette chanson en espérant, on va faire un petit truc technique. On va voir si ça marche. Attention. Chers et chers camarades, aujourd'hui je vais vous jouer une chanson de Mordechai Gebirte qui s'appelle Arbeitloser Marsch en yiddish. J'espère que vous avez aimé cette petite incursion dans le monde judaïque de l'entre-deux-guerres. Et puis en plus, ça fait une petite pique actuelle, puisque vous avez suivi en France, il y a un petit débat entre la gauche qui travaille et la gauche des allocs. Donc finalement, c'est pas depuis aujourd'hui que la gauche, c'est la même pour tout le monde, c'est depuis 100 ans, puisque les chômeurs faisaient déjà partie. Déjà à l'époque faisait partie du monde du travail, était considéré comme ça, et on le voit à travers cette marche. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, moi je la connaissais pas du tout cette chanson, et c'est une belle découverte. Ouais, merci beaucoup Mathias. Alors on peut peut-être passer à la partie 5, c'est-à-dire Maxime, une petite explication sur le prix de l'énergie sur le marché. Oh là, c'est compliqué hein. Enfin, je crois qu'on va nous faire croire que c'est compliqué.
Allez, vas-y, on fait un petit jingle en attendant. Un petit jingle, quand même. C'est ça. Un petit jingle. Alors, préparez vous avez préparé vos papiers, là? C'est bon. Je prépare ma musique. Attention, c'est bientôt parti. Bon, moi, je suis resté sur mon petit papier sur la chronique, là, pour rappeler le nom pour ceux qui veulent rechercher là-dessus. Alors, Maxime, bon. Alors, le prix de l'énergie. Donc, donc c'est vrai que c'est le problème actuel dont on parle énormément. Donc déjà, c'est pas une chronique hein, pour nier que qu'il y a aujourd'hui donc les événements en Russie et que certains événements ponctuels font que les prix augmentent. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que déjà il y a le prix du gaz. Donc on va le voir qui définit en partie le prix de l'énergie, qui s'est envolé en 2021 à cause de l'augmentation de la demande, plus aussi donc d'activités de spéculation, ce qui a fait donc que les prix de marché se sont envolés. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que alors attendez, je recherche. C'est que les prix en fait, les prix sur le marché explosent encore davantage aujourd'hui. Et donc, comme il y a toujours un an de décalage, ça annonce des prix encore plus importants pour l'année prochaine. Donc, bien sûr, il y a la question aussi de la guerre en Ukraine qui fait qu'il y a une incertitude sur les marchés, qu'il y a la peur de manquer de gaz. Il y a d'autres facteurs, comme par exemple le fait qu'il y ait des gazoducs en maintenance dans le nord de l'Europe, qu'il y ait des centrales nucléaires à l'arrêt en France pour maintenance. Et donc, il y a tout simplement le risque de manquer d'électricité cet hiver et qui pourrait conduire à ce qu'on demande à des industriels de réduire leur activité et ce qui ferait qu'on serait obligé de les rémunérer en contrepartie. Et donc, le marché intègre ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour voilà, des circonstances, donc voilà, des circonstances actuelles qui peuvent faire qu'il y ait une augmentation des coûts. Mais le problème, c'est que les coûts, ils augmentent pas qu'aujourd'hui, ça fait déjà quelques années qu'ils augmentent. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il y a aussi une question structurelle. Donc, c'est-à-dire que l'augmentation n'est pas que passagère, mais qu'elle est structurelle. Alors déjà, on peut commencer par une petite question que je vais vous mettre dans le chat, et donc qui est la suivante. Donc, de combien les coûts de production de l'énergie ont-ils augmenté en France en 2021? Et donc, il y a trois solutions. Est-ce que c'est de 4%, de 14% ou de 24%? Voilà, donc je vous laisse y répondre et je vais vous donner de toute façon la réponse au cours de la chronique. Alors, on va commencer par un petit rappel historique. Donc, en 1946, il y a la loi de nationalisation qui est portée par les communistes et qui fait qu'on va regrouper plus de 1200 sociétés privées au sein d'EDF, donc qui vont être nationalisées. Il y a déjà à l'époque l'idée qu'il faut bâtir l'indépendance énergétique de la France et on lance des projets hydrauliques. L'autre étape, ça va être en 73-74, où devant la hausse des prix du pétrole, qui vont augmenter de 400% en 4 mois, on va donc créer le parc nucléaire. Là, toujours pour renforcer notre indépendance énergétique. Dans les années 90, c'est là où arrive donc où l'Europe nous impose la déréglementation et d'entrer dans le marché européen de l'énergie. Et donc c'est là que globalement on abandonne donc ce principe d'indépendance énergétique et même tout simplement la notion de service public. Et donc en fait sur le marché européen de l'énergie, les prix sont annexés. Donc en fait ils vont être alors attendez, parce que je me suis trompé.
Oui, en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, les prix ils vont être annexés sur ceux du marché européen sans tenir compte du mix français. Parce que sur le marché européen de l'énergie, donc comment ça se passe en fait? Le prix, il est basé sur la dernière centrale mise en service. Donc, c'est-à-dire qu'en France, on peut avoir, par exemple, donc un mix énergétique pas cher, donc avec notamment donc le nucléaire, qui pour le coup présente cet avantage. Même si bien sûr il présente bien d'autres désavantages qu'on connaît. Mais donc ça fait que sur le marché européen de l'énergie, on peut produire en France une énergie qui va être à bas coût. Le prix va quand même être indexé sur le prix le plus cher, donc de la dernière unité mise en activité, et donc qui généralement donc c'est une centrale à gaz. L'objectif ici, c'est de créer de la concurrence, et notamment donc en France, en cassant le monopole d'EDF, et donc en cassant aussi le système des prix réglementés. Et bien sûr, c'est censé faire baisser les prix, stimuler l'innovation et offrir du choix aux consommateurs. Voilà, ce qui est le blabla habituel. Voilà. Et en France, ça va prendre concrètement forme par la loi NOM de 2010, qui va donc organiser l'ouverture effective du marché. Alors, les conséquences sur les prix. Donc, en France, donc, de base, on avait ce qu'on appelle donc un prix réglementé de vente. Donc, tout le monde était avec ce prix-là. Et donc, c'est un prix qui aujourd'hui existe toujours, qui est proposé par EDF. Et donc, il y a 2/3 des ménages qui le payent encore, même si, et ça, il faut bien faire attention à ça, les textes aujourd'hui prévoient que ce prix doit disparaître à terme. Et on a donc pour le dernier tiers des ménages, donc certains qui sont passés chez des fournisseurs alternatifs. Et là, les prix sont un peu fixés comme les fournisseurs l'entendent. Alors, initialement, le prix réglementé de vente, il était calculé à partir des coûts de production. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la bonne réponse dans le chat, et je crois que la bonne réponse a été donnée. Au jeu, là, en 2021, ce coût de production, il a augmenté de seulement 4%. Le seul problème, c'est qu'en fait, comme les concurrents sur le marché, ils estimaient qu'ils n'arrivaient pas à concurrencer ce tarif, ils ont demandé à ce qu'on change le mode de calcul. Et donc, c'est ce qui fait que désormais, on se base désormais donc sur la manière dont les fournisseurs alternatifs qui, eux, ne produisent pas d'énergie. Ils font que la vendre, que la commercialiser, s'approvisionnent. Et donc maintenant, aujourd'hui, le prix, il est calculé donc à partir de ce qu'on appelle l'AREN, donc on va voir après ce que c'est, et des prix du marché, qui, eux, ont explosé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc si les coûts de production, ils sont à peu près à 50-60 euros du mégawattheure, alors que là, on a vu récemment que les prix du marché à terme, ils ont pu augmenter jusqu'à 1100 euros. Donc on voit bien l'écart qu'il y a, et comment donc finalement ici les coûts augmentent, quoi. D'où la mise en place du bouclier tarifaire qui finalement et qui en fait ne s'applique qu'à ceux qui sont restés au tarif réglementé, qui fait que la hausse des tarifs est limitée à 4%, alors que normalement elle aurait dû augmenter, ça aurait dû augmenter d'environ 45% hors taxe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 15 ans, le prix de l'énergie a augmenté de 60%. Voilà. Donc l'objectif qui nous était annoncé d'ouverture à la concurrence pour faire baisser les prix, voilà, clairement, on attend toujours. C'est même le contraire, puisque les prix ont fortement augmenté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les entreprises et les collectivités locales, elles n'ont plus du tout accès aux tarifs réglementés, et il y en a certaines qui ont des factures qui ont augmenté qui ont été multipliées par 4 ou par 5, voire par 6. Ce qui forcément entraîne des risques de faillite, ce qui a bien sûr déjà amené l'État à intervenir, et qui va amener l'État à intervenir de nouveau. On a notamment remis un tarif réglementé à certains moments, voilà, mais à chaque fois de manière temporaire.
Donc tout ça, ça présente un risque pour l'emploi et notamment des pénuries. On a vu récemment, j'ai vu un exemple sur des scieries, les scieries qui fabriquent les palettes, enfin qui permettent de fabriquer les palettes. Et donc si l'économie a plus de palettes, je vous laisse voir le problème que ça peut être pour transporter les marchandises. Du côté des villes, on voit qu'il y en a qui doivent réduire la voilure, avec tout ce que ça présente en risque pour au niveau de la baisse des aides sociales. On a eu des exemples avec les fermetures de piscines. Voilà. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est que autant en France, on a quand même encore donc un mécanisme avec toujours ce prix réglementé de vente qui fait qu'on a un minimum protégé. Mais dans des pays comme l'Espagne ou le Portugal qui, eux, ont joué à fond la carte du marché, avec limite des prix qui s'ajustaient en fonction des heures, etc. Donc ils ont fini par demander à sortir du marché européen, ce qui leur a été accordé. Voilà, donc on voit tous les problèmes que ça pose. Donc même la Commission européenne aujourd'hui, elle commence à voir qu'il y a un problème. Le seul problème, c'est que elle ne voit la solution que dans le marché. Donc voilà, il faut réformer les marchés, mais elle voit pas forcément que le problème, c'est le fait d'avoir instauré un marché sur l'énergie, là où un monopole public avait fait toutes ses preuves. Alors pour terminer, tout à l'heure j'ai parlé donc dans la constitution du prix de l'AREN, et donc je tiens à montrer un peu le mécanisme. Donc concrètement, l'AREN, c'est le mécanisme qui a permis aux fournisseurs alternatifs de rentrer sur le marché, donc de venir en France pour concurrencer EDF. Donc l'AREN, ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique, et donc ça a été instauré par la loi NOM de 2010. Et donc l'idée ici, c'est en fait d'offrir aux fournisseurs d'accès alternatifs une électricité nucléaire aux mêmes conditions qu'EDF. Donc ce qui est censé créer des conditions identiques pour tous. Donc le principe, en fait, c'est qu'EDF, alors attention, ça peut paraître un peu particulier, mais c'est bien ça. En fait, le principe, c'est qu'en fait, EDF doit donner un quart de sa production nucléaire au prix coûtant, donc de 42 € le mégawattheure. Aujourd'hui, c'est 46,5 aux acteurs alternatifs, qui sont tous 72 sur le marché, si j'ai bien compté, en fait, pour que ces acteurs la revendent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les fournisseurs alternatifs ne produisent rien. Ils ne font que venir sur le marché, ils se font fournir de l'électricité par EDF, qui en plus la livre, mais eux, en fait, ne font que facturer, en fait. Voilà, ils ne font que vendre, enfin, ils ne font que démarcher des clients et facturer. La contrepartie ici, c'était donc que ces acteurs qui de base ne produisent pas, que justement qui développent des unités de production et qui favorisent aussi l'innovation, qui était un autre grand bienfait annoncé de l'ouverture à la concurrence. Donc au bout de 15 ans, donc ça c'était en 2010 qu'on a mis ça en place. Donc c'est-à-dire que normalement en 2025, on devrait avoir des acteurs alternatifs qui possèdent leurs propres installations de production. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout respecté ça. Et donc c'est toujours EDF, un petit peu Engie et un petit peu Total aussi, donc pour des raisons historiques, donc qui produit, qui gère le réseau et puis qui porte tout le risque industriel. Et les fournisseurs donc alternatifs ne continuent qu'à s'occuper de la commercialisation. Donc comme on dit, ils mettent juste leur logo sur la facture et c'est aux Français de payer. Finalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont fait qu'empocher les profits sur le dos d'EDF. Et donc, ce qui était toujours, ce qui était annoncé par l'ouverture à la concurrence, donc qui était censé permettre aux Français d'avoir davantage de choix, finalement il n'y a pas, puisque c'est toujours l'électricité d'EDF qui est vendue, et on n'a pas vu d'innovation non plus.
il y a des associations de consommateurs qui en fait disent que la seule innovation qu'on a vue, c'est des techniques de démarchage agressif. En fait, voilà. Donc ça, c'est le tableau global qui déjà peut être peut-être un petit peu agaçant. Et donc il y a aussi deux autres choses, donc deux autres événements auxquels on peut aussi mentionner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, pendant la crise du Covid, il y a les prix du marché qui sont tombés à 21 €. Donc avec les prix à Rennes qui, eux, étaient toujours à 42 €. Et donc les fournisseurs alternatifs qui toutes les années avant avaient déjà profité des prix bon marché d'EDF, là pour le coup ils se sont sentis lésés, donc ils ont demandé à ne plus payer le prix de 40 € d'EDF et à pouvoir uniquement s'approvisionner sur le marché, donc à 21 €. Donc en fait on voit que là en fait ils sont vraiment gagnants dans tous les cas. Quand le prix de marché est supérieur à 42 €, bah, ils se fournissent à 42 € auprès d'EDF. Quand ça tombe sous 42 €, ils vont se fournir sur le marché. Et aujourd'hui, en fait, pour soi-disant jouer aussi le jeu du bouclier tarifaire, parce qu'on l'a dit, hein, le bouclier tarifaire normalement, c'est que pour les Français qui sont encore au prix réglementé. Il y a certains acteurs alternatifs qui ont dit, bah nous on peut quand même essayer de proposer des prix qui restent faibles, mais dans ces cas-là, ce qu'on veut, c'est que vous nous donniez 20 TWh en plus d'AREN, donc par rapport aux 100 TWh initiaux auxquels ils ont droit. Donc ça leur a été accordé, et en fait, ce qu'on remarque, c'est déjà que le bouclier tarifaire, il n'est pas appliqué. Enfin, en fait, ils ont pas forcément joué le jeu d'appliquer des prix bas, mais aussi et surtout, c'est qu'à ce moment-là, EDF avait déjà vendu toute son énergie. Donc EDF a dû aller s'approvisionner sur les marchés, où le prix là était à plus de 250 € pour le revendre aux fournisseurs alternatifs au prix à Rennes, qui à ce moment-là était de 46,5 €. Et ce qui a engendré pour EDF une perte de 8 milliards d'euros. Et petite cerise sur le gâteau, c'est que devant l'explosion des prix aujourd'hui, devant le fait qu'ils réussissent pas donc à offrir aux consommateurs des prix convenables, il y a certains opérateurs qui renvoient leurs clients chez EDF, qui leur disent on n'est plus en capacité de vous offrir un prix convenable, donc retournez chez EDF. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, l'énergie à Rennes qu'ils ont eu à bon marché, et bah ils vont la revendre sur le marché, sur le marché libre. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la limite, c'est peut-être c'est que le mécanisme, aussi odieux qu'il soit, et malgré le fait qu'il constitue un réel piège d'EDF et donc de l'État, puisque c'est comme l'État français est comme actionnaire d'EDF à 85%, je crois. C'est quand même un mécanisme qui a peut-être au moins permis de limiter un minimum la hausse des prix en France. Mais c'est évidemment quelque chose qui peut pas durer. Alors ben Maxime, merci beaucoup pour cette explication. On devient tous des experts maintenant dans les crises. On commence à tous rentrer dans les plus grands détails de plein de mécanismes assez complexes. Ouais, ça va, c'était assez clair parce que Ouais, après on va pareil, hein, on va se reprendre le replay aussi tranquillement. On va de nouveau tranquillement voir ça. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir justement tout le passif en fait et ce que tu as rappelé avec l'histoire derrière tout ça et l'historique derrière, parce qu'en fait c'est vrai que sur les plateaux de télé on n'a pas en fait toute cette connaissance là, et donc on a peut-être aussi des a priori sur la manière dont sont faites les régulations actuelles, et tout est lié donc c'est avec la destruction du service public, les entreprises qui ont été privatisées, tout ça. Donc merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné cet historique très enrichissant. Et ben, on passe à la dernière partie, qui a un peu à voir avec celle-là, non? Puisqu'il s'agit des profits, en particulier des profits des entreprises sur l'énergie. On fait un petit jingle? Allez.
Ça marche. Vous êtes prêts? Attention. C'est parti. Et voilà, donc nous voici dans la dernière partie donc, de notre programme aujourd'hui. La partie un peu plus, entre guillemets, théorique, on va dire. Je vais essayer de faire court. Hein. Alors, c'est quoi déjà un super profit, puisque notre ami Bruno Le Maire ne sait pas. Déjà, apparemment, pendant la Première Guerre mondiale, on en parlait. Et le principe, c'est simplement qu'en fait, c'est un bénéfice qui est fait par une entreprise dû à une situation exceptionnelle, en fait, qui n'est pas dû à une innovation de l'entreprise, à quelque chose qu'elle a créé, simplement presque un effet d'aubaine pour elle qui n'a rien à voir avec elle. Donc, tout à coup, elle a des bénéfices exceptionnels, et ce qui est exactement le cas maintenant. Et pour revenir à la Première Guerre mondiale, Aristide Briand, en 1916, avait instauré également une contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre pour les entreprises d'armement. Et pas seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays du conflit également, il y avait eu ces taxes exceptionnelles. Donc, c'est rien d'exceptionnel, on va dire, c'est rien de nouveau non plus. Et actuellement, les bénéfices explosent, hein, je veux dire, tant Total que BP, Shell ont tous annoncé des bénéfices records. La plupart, en général, même en un semestre, ils ont fait autant de bénéfices que durant toute l'année 2021, qui elle-même à la fois a été une année exceptionnelle. Donc, ça explose et il y a quelques jours, même Total a annoncé qu'ils allaient reverser 2,62 milliards d'euros à leurs actionnaires pour partager justement la richesse, mais la partagent avec les actionnaires seulement et pas avec la population. Donc, dans ce contexte-là, on peut rajouter aussi une autre entreprise qui n'est pas énergéticienne, mais il s'agit de CMA-CGM. Ce sont aussi un transporteur de conteneurs et qui a explosé son chiffre d'affaires pendant le Covid et maintenant avec cette nouvelle crise. Enfin, c'est passé à être une entreprise pas insignifiante, mais disons commune, à être une des plus grosses aussi qui fait vraiment des bénéfices et un chiffre d'affaires en milliards qui se compte. Voilà. Donc après, la question, c'est quelles entreprises sont visées, quelle assiette aussi est utilisée. Donc on pourrait commencer par un petit tour déjà ce qui se fait dans notre circonscription. Dans plusieurs pays. Donc, on pourrait commencer par la Roumanie, qui a imposé à 80% les bénéfices des entreprises de production électrique. Et ça, c'est limité dans le temps. Elle a fait ça déjà depuis 2021. Elle l'a limité à 2023. La Hongrie également a fait une taxe sur les super profits, mais plus étendue. Elle concerne également les sociétés d'assurance, les banques, les télécoms, les compagnies aériennes. Et la taxe est instaurée de juin 2022 à 2023. Et ainsi, le gouvernement y compte ramasser 4,5 milliards d'euros de cette manière. La République tchèque, justement, dont on parlait, qui a une coalition de centre-droit et pourtant qui envisage également d'introduire une taxe exceptionnelle sur 3 secteurs, donc entre autres les sociétés énergétiques et les banques. Et puis enfin, l'Allemagne aussi, qui ce mois-ci, tout à coup, s'est mise à parler, bon, pour l'instant, ils en discutent, mais à parler d'une taxe également sur les entreprises qui produisent de l'énergie. Ici, on peut rappeler que 3/4, il y a un sondage qui est sorti où 3/4 de la population est vraiment en faveur de cette mesure, et même ça transperce les partis, enfin même les partisans du FDP, qui est le parti libéral, ils sont en majorité pour cette mesure, et qui a pourtant été rejeté en juin, tant au Bundestag qu'au Bundesrat en Allemagne. Donc ça, c'était le petit tour dans nos circonscriptions. On peut élargir un petit peu à l'Europe aussi, puisque l'Italie, en fait, a été le premier pays qui a mis en place au printemps 2022 un impôt comme ça, d'abord de 10%, puis de 25% sur les entreprises pétrolières et gazières. Et le gouvernement compte ainsi récolter 10 milliards d'euros. En Espagne également, avec une taxe de 25% sur les super profits des compagnies pétrolières, gazières et les banques, qui n'entrera par contre en vigueur qu'en janvier 2023. Là, ce sont 7 milliards d'euros qui comptent être dégagés grâce à ça.
Puis même la Grande-Bretagne, la très libérale Grande-Bretagne a taxé à 25% les entreprises pétrolières qui agissent dans la mer du Nord. La Grèce également a mis un impôt à 90% cette fois-ci. C'est un impôt simplement unique. Une seule fois, il va être prélevé sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Et enfin, les Pays-Bas également et la Belgique parlent de mettre une taxe dans ce genre-là. Donc, on voit que beaucoup de pays de l'Union européenne, c'est rien, et même des pays avec des gouvernements de droite, donc ils pensent à ça. Et même en dehors du cadre national, je veux dire, on peut rappeler que le secrétaire général de l'ONU, Gutiérrez, il a appelé également à instaurer de telles taxes pour taxer ce qu'il a appelé des profits immoraux, et puis il a critiqué ce qu'il a appelé une cupidité grotesque. Donc lui-même, il est indigné par ça. Et puis dernièrement, la grande, pas surprise, mais disons la grande nouvelle, on va dire, c'est que même au niveau européen maintenant, et la semaine dernière, donc il y a eu la réunion des ministres de l'énergie, et ils sont également mis d'accord pour, à partir de décembre, à mettre une taxe sur les super profits. Donc même au niveau européen, ça bouge. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau français? Eh ben, ça bouge aussi finalement. On est parti de loin, et c'est parti d'abord, il y a eu tout le mois de juillet, donc il y a eu le projet de loi de financement rectificatif, je crois, et il y a eu beaucoup d'amendements des différentes oppositions pour justement instaurer une sorte de taxe, qui ont tous été rejetés en juillet. Et puis, comme c'est quand même quelque chose qui, je trouve, qui va peut-être rentrer dans les annales auditives politiques, je voulais vous partager un petit audio quand même que j'ai en fait cité dans l'introduction, dans le générique, mais on va l'écouter quand même parce que ça va, à mon avis, beaucoup d'entre vous le connaissent. Voilà, vous allez reconnaître la voix de notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, interviewé au cours d'une rencontre devant le MEDEF, devant les entrepreneurs français. Attention, on va écouter. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été alors? Non, mais je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Voilà, donc notre ministre de l'économie en France, c'était un peu dans le déni, on va dire. Donc il part vraiment de très bas. Et bon, au fur et à mesure, bien sûr, avec tous ces mouvements, c'est quand même des nouvelles, toutes ces informations, ça va très vite, ça bouge très vite d'une semaine à l'autre. Il y a des nouveaux pays, comme on a vu, ça c'était la semaine dernière, l'Union européenne qui s'est mise d'accord là-dessus. Et donc, bien sûr, la France, petit à petit, elle accepte. Là, sous le prétexte que ça se fait au niveau de l'Union européenne, qu'il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une contribution. Donc, ils commencent à un peu lâcher du lait sur le principe. Et ce qui s'est fait également au niveau parlementaire, donc grâce à nos députés NUPES, justement, pourquoi on a voté pour eux, à quoi ça sert d'en avoir 150. Ils ont déposé un projet de loi qui devrait être transformé en référendum d'initiative partagée. Donc, c'est un long processus qui a commencé d'abord, il fallait le nombre suffisant de députés. Puis maintenant, il en est au Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité. Et puis, si tout va et si ça avance pas dans le sujet, ben, on aura le droit de voter là-dessus et pour imposer cette taxe sur les super profits. Voilà, donc c'est un peu la situation où on en est. Et de ce point de vue-là, il faut dire que la France est assez en retard, on dirait, sur beaucoup de voisins, puisqu'ils aiment toujours faire les comparaisons internationales. Donc ces comparaisons, en tout cas, n'arrangent pas trop le gouvernement macronien. C'est incroyable, hein. On dirait vraiment, là, ils font absolument tout pour que ça traîne, quoi. Ouais. Je pense qu'ils seront obligés à un moment de mettre quelque chose en place. Mais voilà, tant que ça peut traîner, ralentir, ils vont trouver des arguments, quoi. Ouais. Alors, il y avait une petite question sur l'Angleterre, sur Shell. Je saurais pas dire
à 100%, mais je crois que c'est vraiment sur toutes les entreprises mais à confirmer, hein, qui sont actives dans mer du Nord. Voilà. Bon. Alors, j'espère que on va pas faire des insomnies avec tout ça. Merci beaucoup, Mathias aussi. Et je pense que, enfin, bon, c'est super d'avoir des députés NUPES qui défendent les intérêts justement du peuple, en fait, tout simplement. Mais d'ailleurs, enfin, au sein de notre circonscription, on a envie de mettre aussi la main à la pâte, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie de commencer une grande action par rapport aux super profits, notamment à Berlin, où on va aller tracter sur les marchés, essayer de rassembler encore des signatures pour la pétition sur les super profits. Voilà, donc ça bouge pas mal sur la circo. N'hésitez aussi vraiment pas à demander sur nos réseaux si vous pouvez avoir d'autres informations pour créer vous-même un événement, parce qu'on peut tous participer et toutes participer au mouvement, et je pense que ça viendra à la fois à l'Assemblée nationale, enfin il faut que ce soit quelque chose de massif, quoi, à la fois à l'Assemblée nationale, à la fois dans la rue, nous en tant que militants et militantes, et ce sera pas gagné, mais voilà, on continue en tout cas à se bouger par rapport à ça, parce qu'il en va de l'avenir aussi. Enfin, là, on a beaucoup parlé d'économie, mais finalement, ces super profits-là, c'est des entreprises qui sont aussi très néfastes au niveau de l'environnement, donc tout est imbriqué. Exactement. Bon, eh ben, on est arrivé à la fin de notre programme aujourd'hui, donc, hein, et on en a déjà un très bientôt. C'est ça, donc le prochain, c'est le 17 octobre, et on aura le plaisir d'accueillir la sénatrice, une des sénatrices en tout cas des Français établis hors de France, Eloane Koné-Mouré, qui va pouvoir nous expliquer aussi un petit peu en quoi consiste sa mission, et parce que c'est vrai que ça peut nous paraître un peu indirect ou un peu loin, et puis en tant que Français de l'étranger, on n'est pas forcément alerte aussi sur tout ce qui se passe, toutes les instances qui peuvent nous représenter. Donc voilà, on trouvait que c'était assez intéressant d'en savoir plus tout simplement sur cette mission-là de sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger. Et puis n'hésitez pas à nous donner vos questions d'ailleurs au préalable, comme ça on pourra lui poser également. Super. Voilà. Super. Et merci à toutes et tous en tout cas de nous avoir suivis, et puis donc à très bientôt dans 2 semaines, non? Voilà, bonne semaine. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut. Allez, salut. Un petit jingle pour dire au revoir. Petit jingle. Bon, moi j'en ai pas beaucoup, hein. Ouais.